si la question de la vérité nous intéresse, c'est qu'elle est au cœur du débat public aujourd'hui, au cœur du débat sur les médias. On sait que les médias sont très pris à partie. On sait que notre pays vit aussi une grande crise de confiance en ses institutions, en ses médias, en l'information. Et on avait envie de savoir ce qu'en pensaient l'économiste. Jean-François vous a présenté, vous aviez fait d'ailleurs, je le redis d'un mot, un livre s'adressant au grand public, c'est-à-dire vous faites des ouvrages en général en anglais, de recherche sur des études pointues, mais vous avez souhaité faire un gros livre, mais tout à fait abordable, pédagogique, pour expliquer ce que c'était l'économiste dans la cité. À la fois votre démarche, votre façon de travailler. Et peut-être avant de rentrer en détail avec Dominique, une première question sur cette question de la confiance. On se doute bien qu'en économie, y compris quand on regarde les jeux de marché, les acteurs de marché, comme vous faites, la question de la confiance est grande. Qu'est-ce qui fait qu'un pays doute de lui-même? Qu'est-ce qui fait qu'un pays bascule dans la défiance? La France n'est pas le seul. Il y en a d'autres qu'on a vu aussi être pris par les raies du populisme. Mais en France, dans les mesures internationales, on en parlera juste après avec le Reuters Institute, la France est l'un des pays où la confiance est la plus faible aujourd'hui dans les grandes démocraties. D'abord, merci pour votre invitation et pour cette question, Vincent. Je crois qu'effectivement, la France, il y a un déficit de confiance vis-à-vis des marchés, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la réussite, mais aussi vis-à-vis des institutions. Quand on prend par exemple la justice, les politiques, les syndicats, il y a aussi une méfiance très forte qui est devenue un peu une norme sociale. Alors on pourrait se demander pourquoi, mais vous avez raison aussi de dire que partout dans le monde, il y a ce problème. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus les populismes qui montent un peu partout, une méfiance vis-à-vis des experts sur laquelle on peut revenir. Et certainement, le problème des fake news, qui est tout à fait crucial. C'est-à-dire, de tout temps, c'est clair qu'il y a eu une certaine construction de la vérité, ou d'une certaine vérité, à partir de narratifs, c'est-à-dire des corrélations, des faits statistiquement insignifiants, mais marquants, des choses comme ça. Mais encore, on prétendait une certaine vérité, y compris d'ailleurs l'Union soviétique. L'Union soviétique avait sa vérité, voulait montrer qu'effectivement, le progrès, c'était l'Union soviétique. Et ils essayaient de le démontrer avec des arguments qui étaient fallacieux, mais qui se voulaient vrais. Tandis que maintenant, c'est vrai qu'on a l'étape suivante, où maintenant on affirme des choses. Quand Donald Trump va dire sur Joe Biden qu'il est intervenu en Ukraine ou qu'il fait face à des poursuites de corruption en Chine ou des choses comme ça, il ne cherche même pas à le démontrer. C'est devenu un peu une façon de dire finalement, il n'y a pas de vérité, c'est un relativisme général. Et là c'est un problème parce qu'à ce moment-là, anything goes, comme diraient les anglo-saxons, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus des populistes qui se présentent avec un certain capital sympathie parce qu'ils prétendent défendre le peuple sur des sujets qui les inquiètent, qui inquiètent le peuple. Alors parfois, à juste raison, hein, c'est effectivement l'emploi, le climat, le chômage, l'éducation, et parfois... La crise financière, Jean-Tirole, et la crise financière de 2007-2008, est-ce qu'elle a abîmé finalement une forme de consensus social? Alors, la crise financière, évidemment, était assez catastrophique parce qu'on a vu une défaillance massive de l'État, et normalement on devrait avoir confiance dans l'État, qui a failli dans son rôle de régulateur. Il a laissé faire des choses qu'il n'aurait pas dû laisser faire. Et chaque fois qu'il y a des défaillances de la régulation, ça veut dire qu'il y a des gens peu scrupuleux, pas tous, mais certains qui vont s'engouffrer dedans et vont profiter de toutes les failles pour faire des choses qui après mettre en œuvre le contribuable, mettre en œuvre les salariés qui perdent leur emploi, etc. Donc c'est très très inquiétant. Effectivement, la crise financière est un désastre. Mais là, il faut une réforme de l'État aussi, évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité, on va rentrer dans le dur aussi, une responsabilité des économistes? L'économie a pris une part considérable dans la vie sociale, plus peut-être que jamais. Il faut toujours se méfier évidemment de ces perspectives historiques, mais les économistes n'avaient pas tant vu que cela. Certains l'avaient vu, la crise financière, les conséquences parfois difficiles dans certains pays occidentaux de la mondialisation n'ont pas forcément été vues. Il y a une croyance dans le progrès économique et on voit que finalement ça ne répond pas à toutes les aspirations des citoyens dans les pays développés. Est-ce que les économistes disent le vrai ou est-ce que les économistes se sont au fond enserrés dans leur discipline, prisonniers de leur discipline? Eh bien on fait abstraction du reste, du social,
du sociétal. Est-ce qu'il y a un peu une responsabilité des économistes, au fond? Alors, il y a un petit peu de responsabilité, mais il faut vraiment comprendre ce que peuvent faire les économistes. Bon, prenons le cas de la crise financière. Bon, les économistes avaient quand même beaucoup travaillé sur certains des facteurs de la crise financière. Par exemple, une bulle immobilière qui, en général, est encouragée par les gouvernements, que ce soit américains, espagnols, irlandais, etc., parce que ça fait un boom économique, il y a de l'activité dans l'immobilier. C'est un classique. Il y a eu énormément de crises financières qui viennent de ça, parce que ça fait une crise bancaire, ça peut faire une crise souveraine par la suite. Les produits dérivés, on savait que c'était dangereux, etc., etc. Il y avait un certain nombre de choses qui auraient pu nous avertir un petit peu des choses. Après, les économistes n'ont pas toujours l'information déjà. Non seulement leurs théories ne sont pas parfaites, mais ils n'ont pas toujours l'information. Combien d'économistes universitaires, par exemple, connaissaient les produits hors bilan, par exemple, des banques? Alors, on savait que c'était dangereux, mais on n'avait aucune idée de l'ordre de grandeur. C'est ce genre de choses qu'on n'a pas. Donc, ils manquent, eux aussi, d'informations. Et enfin, c'est vrai que la prévision, même si on fait des progrès, la prévision n'est pas le fort de l'économiste. L'économiste est plus à l'aise, finalement, à identifier les facteurs qui pourraient générer une crise financière, une crise des monnaies. Mais par contre, prévoir à quel moment ça va se passer, il faut déjà avoir les bons chiffres, et ensuite, il faut aussi... il y a une incertitude sur le moment auquel ça va se passer. Alors ça, c'est vrai pour la crise financière, mais pour les conséquences parfois difficiles de la mondialisation dans les pays occidentaux. Je me souviens très très bien qu'au début des années 2000, tournant des années 90 et 2000, quand on interrogeait par exemple l'INSEE sur les emplois détruits par les délocalisations, c'était quelques milliers au maximum. Voilà. Les choses pourtant étaient sous nos yeux. Ouais. Et je mets les journalistes économiques dans l'affaire. Est-ce que les économistes ont sous-estimé ou peut-être aveuglés, entre guillemets, par l'idée que la mondialisation était de toute façon quelque chose de positif, de bien, notamment pour les pays émergents? Nous avons eu un regard non pas objectif, mais peut-être non suffisamment honnête. Quelle est votre perspective? Deux éléments de réponse. D'abord, jusqu'aux années 90, la mondialisation a fait assez peu de perdants, finalement. Et puis, dans les années 90, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a des pays comme la Chine qui ont décidé de tenter l'aventure du commerce extérieur, qui ont cru, qui sont devenus plus efficaces économiquement. Il y a le coût des containers qui a beaucoup baissé. Et donc, il y a eu un impact très fort. Donc, à ce moment-là, effectivement, les choses étaient différentes. Et on est arrivé à une situation où il y avait eu des perdants. Alors, c'est vrai que, comme vous le dites, il y a quand même un impact très fort sur les pays émergents. Pensons à la Chine. C'est incroyable qu'en 25 ans, le niveau moyen de vie du Chinois ait progressé de 820%. Vous nous dites qu'il ne faut pas oublier le nombre de gagnants. Voilà, donc, et même si vous prenez des pays comme l'Europe ou les États-Unis, globalement, on est gagnant. À part que, et vous avez raison, il y a des perdants. Et ces perdants sont, maintenant c'est bien documenté, c'est clair que par exemple, dans des régions comme le Midwest aux États-Unis, il y a eu une perte d'emploi, et en plus, les nouveaux emplois qui étaient créés, parce qu'il y a toujours des nouveaux emplois qui se créent, ils étaient créés plutôt à New York ou en Californie, dans d'autres domaines. Donc on voit qu'il y a des perdants, et je pense qu'effectivement, on a trop négligé ces perdants. C'est-à-dire qu'un petit peu moins en Europe, parce qu'on a un système social qui permet d'amortir le choc un petit peu, mais même en Europe, je pense qu'il faut vraiment faire en sorte que les perdants ne perdent pas trop. Quelle est l'alternative? C'est le protectionnisme. Mais ça ne va pas nous mener très loin, parce que ça va nous faire perdre d'autres emplois, parce qu'il y aura une vengeance des autres États qui eux-mêmes vont imposer leur politique protectionniste. Ça va augmenter le coût de la vie. Imaginez par exemple qu'on ferme les frontières aux produits asiatiques. Réfléchissez à combien vous payerez votre smartphone, qui aujourd'hui coûte 100 ou 200 €. Je ne parle pas de l'iPhone, bien sûr. Donald Trump a tort de s'en prendre à la Chine, en tout cas de cette manière-là. Donald Trump, je ne veux pas rentrer dans des batailles ad hominem, mais enfin, c'est vrai que pour moi, c'est le court-termisme dans toute son horreur, puisque finalement, le protectionnisme ça peut apporter quelques gains, peut-être à court terme, protéger quelques emplois, mais finalement, à long terme, ça va en détruire, ça va faire baisser le niveau de vie. Et puis, on voit plus généralement sa politique. Sa politique, c'est effectivement la destruction des institutions en interne, en externe, le multilatéralisme, c'est le déficit budgétaire, c'est le climat,
c'est que des termes où finalement on met en emphase le court terme. Alors on dit aussi dans le débat public en France beaucoup que les économistes sont des libéraux, les économistes sont biaisés, ils ont des biais idéologiques finalement qui pèsent sur leur discipline parce qu'ils sont parfois spécialisés dans un secteur et puis généralisent sur l'ensemble de l'économie. Et on dit aussi que parfois qu'il y a un problème de l'enseignement de l'économie, y compris, et que les Français sont un peu fâchés avec l'économie. Mais quand on dit ça, immédiatement, on vous dit mais c'est parce que toi, tu es un libéral. Et donc, il est très difficile d'avoir sur l'économie, le rôle des économistes, la place de l'économie dans la cité, un débat un peu serein, un peu simple, un peu facile. Aujourd'hui, c'est un débat qui s'enflamme très rapidement. Est-ce que vous le ressentez? Et comment vous décryptez cette dimension-là? Est-ce qu'on a une pathologie particulière de Français à l'égard de l'économie? Oui, bien sûr, c'est très difficile d'y échapper, bien sûr. Alors, sur le libéralisme, je voudrais tout de suite dire que, personnellement, je suis libéral, mais pas du tout, je ne me reconnais pas du tout dans la description qui est faite du libéralisme dans les médias, par exemple, ou par les politiques. Le libéralisme, ce n'est pas du tout le laisser-faire. Mais pas du tout le laisser faire. C'est aussi la régulation, et Dieu sait si vos travaux militent pour... C'est la régulation, c'est la régulation des banques, la régulation des GAFA, c'est la redistribution, c'est la protection des consommateurs vis-à-vis de la vie privée, vis-à-vis des faillites bancaires, vis-à-vis de tas d'autres choses, la sécurité alimentaire, médicale, etc. Donc, un marché est efficace, mais il a des tas de défaillances en même temps. Et donc, ces défaillances doivent être corrigées par l'État. Et c'est ça le libéralisme. Le libéralisme, c'est finalement une responsabilisation des individus, des entreprises, des administrations publiques, pour les mettre en musique, pour mettre en musique leurs actions avec finalement le bien commun. Et c'est ça qu'il faut comprendre, ce que c'est que le libéralisme. En France, on parle de libéralisme comme étant le laisser-faire, mais c'est une notion totalement folle. Et donc, j'aurais corrigé ça. Alors maintenant, après, que les économistes aient des torts, bien sûr, comme toute profession, nous ne sommes pas parfaits. Les économistes... Journalistes non plus. Hein. les économistes, je pense, les chercheurs, notre vocation première, c'est évidemment de créer du savoir, c'est de découvrir, c'est d'être intéressé intellectuellement par certains problèmes. Mais évidemment, les économistes, comme les autres scientifiques, ne sont pas indifférents à l'argent, au pouvoir, à la gloire, à être un intellectuel public, à je ne sais pas quoi, aux amitiés politiques. Donc notre jugement peut être biaisé par toutes ces choses-là. Et ça arrive, bien sûr. Mais les économistes aussi, après, ont un message. Et je pense que leur rôle, ce n'est pas d'être des hommes politiques. Chacun fait son travail. Leur rôle, c'est de dire là où les amène la science à l'instant T, sachant que peut-être dans l'avenir, avec des nouvelles données, avec des nouvelles théories, peut-être qu'on changera d'avis. Il faut accepter qu'on puisse changer d'avis aussi. Mais vous prenez quelque chose comme le réchauffement climatique. Il y a un quasi consensus depuis très 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 longtemps, c'est pas sur ce qu'il faut faire. Il faut tarifer le carbone, c'est pas compliqué. Alors après, quand on rentre dans les détails, c'est beaucoup plus compliqué, mais sur le principe de base, c'est très très simple. Et d'ailleurs, aux États-Unis, vous avez une tribune qui est sortie avec tous les prix Nobel, tous les grands économistes de gauche, de droite, tout le monde. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord là-dessus. Alors en France, c'est autre chose, hein, je pense. Thomas Piketty, me semble-t-il, n'est pas complètement d'accord avec la taxation du carbone si on lit son dernier livre. Alors je pense, moi je n'ai pas lu son dernier livre, mais je pense qu'il y a des problèmes en France parce que les intellectuels, et je ne parle pas de Thomas Piketty, je parle des intellectuels en général, ont tendance un peu à démissionner sur ce sujet. On sait qu'une taxe carbone, c'est pas très... C'est compliqué à mettre en œuvre, ça c'est sûr. Oh, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est surtout pas très populaire, comme on l'a vu. C'est socialement difficile. C'est socialement difficile. D'ailleurs, ça ne devrait pas l'être, parce que si on mettait des mesures de compensation, il n'y aurait pas de problème. Vous donnez un chèque énergie avec le revenu de la taxe carbone, et les plus pauvres, les plus démunis, ils gagneraient. Donc, ce n'est pas un sujet. Le problème, c'est qu'on veut faire croire aux gens que ça ne coûtera rien. Donc on invente des tas d'usines à gaz qui ne marcheront jamais. Et en cela, c'est très irresponsable. On veut faire croire que la transition écologique ne coûtera rien fait à personne. Si ça ne coûtait rien, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. Et donc, je pense qu'il y a une responsabilité des intellectuels de dire, ben non, ça va coûter quelque chose, il faut accepter, notre planète vaut bien ça. Sinon, à construire des usines à gaz, des choses qui ne marcheront jamais ou qui ne seront jamais adoptées, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? On retarde. On a déjà attendu depuis Rio 1992. On continue de retarder la solution du problème. Et je pense que les intellectuels ont une responsabilité sociale à dire, voilà, il y a quelque chose qui a marché pour les autres polluants.
On sait comment faire. Alors, d'un point de vue géopolitique, c'est beaucoup plus difficile, mais on sait comment faire. On connaît les instruments. On connaît les instruments et point final. Alors, il y a un débat qui passionne l'opinion, c'est de savoir si, pour répondre à l'urgence climatique, faut-il changer de système économique? C'est-à-dire que, et en France notamment, il y a beaucoup cette attitude, alors peut-être un peu en Suède aussi, peut-être dans des mouvements, mais l'économie de marché, le capitalisme, je prononce un mot épouvantable, sont-ils compatibles avec la lutte contre le réchauffement climatique, ou il faut basculer vers un autre modèle économique? Alors certains diront de décroissance, d'autres diront de sobriété. Quelle est votre lecture là-dessus? Alors moi, je pense que d'abord, c'est un choix de société. Ce n'est pas l'économiste de dire si on doit décroître ou pas. Mais enfin, j'ai cru comprendre avec les Gilets jaunes et d'autres qu'on ne voulait quand même pas sacrifier beaucoup de pouvoir d'achat. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir faire autrement. Après, si on tarifait le carbone, ce serait quand même beaucoup, beaucoup plus simple. Parce que être vert, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué d'un point de vue informationnel. Je vous donne un exemple. Est-ce que je devrais acheter des légumes qui sont produits autour de Paris, ou est-ce que je devrais importer des légumes d'Espagne? Alors c'est vrai que si j'importe les légumes d'Espagne, si je comprends, il va y avoir du carbone qui va être émis. Mais peut-être que les légumes qui seront produits à Paris sont produits sous serre et consomment de l'énergie. Qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que c'est de l'énergie verte? Est-ce que c'est de l'énergie qui est polluante et qui émet du carbone? Je n'en sais rien. En tant que consommateur, c'est totalement impossible. Et je pourrais vous donner des tas d'exemples. Est-ce qu'une voiture électrique est verte? A priori, oui, bien sûr. Mais si effectivement l'électricité est fabriquée à partir du charbon, heureusement ce n'est pas le cas en France, ou ce genre de choses, elle est déjà un peu moins verte. Est-ce que ça justifie toutes ces subventions dans ce cas-là qui pourraient être utilisées à faire des actions vertes beaucoup plus efficaces et qui économiseraient beaucoup plus de tonnes de carbone? Voilà, c'est le genre de truc qui est extrêmement compliqué. En tant que consommateur, on ne sait pas. Et le miracle d'un prix carbone, d'une certaine manière, c'est que c'est appliqué à toute la chaîne de production. On n'a pas besoin de regarder comment ce bien est produit ou pas. C'est relativement neutre entre les usages. C'est relativement neutre. Donc c'est relativement sain et c'est compatible avec l'économie de marché. En fait, c'est compatible. Regardez, en Angleterre, on a mis un prix du carbone très bas et ça a diminué les émissions énormément parce qu'on est passé du charbon aux centrales à gaz. Alors qui ne sont pas très propres, bien sûr, mais qui polluent 2 fois moins. Et du coup, immédiatement, un prix très bas a eu des effets drastiques sur l'environnement. Voilà, avec un prix plus élevé, on ferait mieux. Bon, ça c'est passionnant, cette question de l'environnement. On pourrait poursuivre avec vous. Malheureusement, le temps file un peu. Et on va prendre quelques questions de la salle. Mais juste avant, dans cette question de confiance qu'on traite aujourd'hui, on met bien évidemment la question de la régulation des GAFA. Et les GAFA, c'est Google, c'est Facebook. On voit bien qu'on a un problème, nous, avec l'information, avec leur capacité à nous enfermer dans des bulles cognitives, avec le rôle que certains GAFA jouent pour viraliser des fake news, des choses qui abîment notre consensus social. Il y a le problème peut-être de l'abus de position dominante. L'homme de la régulation que vous êtes aujourd'hui, comment voit-il se développer ces superpuissances que sont les GAFA ? Alors, il y a plusieurs sujets, hein, bien sûr. Il y a le côté fiscalité dont on parle beaucoup. Il y a le côté, effectivement, politique, qui sont les fake news, qui ne sont pas propagées directement par les GAFA, mais qui, effectivement, avec les GAFA, sont devenues possibles, encore plus qu'avant. Et puis, il y a aussi le problème du droit de la concurrence, parce qu'effectivement, on a des quasi-monopoles. Et donc, il y a certaines personnes qui ont proposé de les réguler, mais ça, c'est très difficile de les réguler au sens où on régulait les compagnies d'électricité ou de télécom ou les chemins de fer, pour des raisons diverses. D'abord, ce sont des compagnies globales, ce ne sont plus des compagnies nationales. Et ensuite, effectivement, on ne les a pas suivies au cours du cycle de vie, c'est-à-dire que c'est très difficile de savoir comment leur donner un taux de rendement correct. Pour moi, le plus crédible, c'est le droit de la concurrence, à condition qu'il soit aménagé. En particulier, bon, il faut un certain nombre de choses. Par exemple, moi, je serais pour renverser la charge de la preuve quand il y a des fusions. Vous savez que maintenant, les GAFA, d'ailleurs comme les compagnies de pharmaceutiques, ont tendance à acheter leurs futurs concurrents très tôt, au moment où les autorités de la concurrence ne peuvent pas prouver qu'il y a une réduction de la concurrence par la fusion. De siphonner en quelque sorte. Ils siphonnent. Et donc voilà, c'est un problème. Il y a des manières de répondre à ce problème, mais pour ça, il faut croire à la concurrence, il faut croire au droit de la concurrence. Or, le droit de la concurrence est un petit peu remis en cause dans beaucoup de pays.
En particulier aux États-Unis, avec ce paradoxe que Donald Trump utilise le droit de la concurrence contre les GAFA pour des raisons politiques et non pas pour des raisons économiques. Et ça, c'est grave. Ce n'est pas à ça que sert le droit de la concurrence. Le droit de la concurrence doit maintenir une économie concurrentielle. Et on en a besoin. Et pour ça, ça doit être indépendant du politique, bien sûr.